Quand je parle aujourd'hui d'immigration, je sais de quoi je parle. Le Maroc, après avoir occupé notre territoire, a introduit cette immigration sous forme de colons, jusqu'à faire de nous, les Sahraouis, une minorité sur notre propre terre. Avec quoi? Avec quelle légitimité le Maroc bombarde-t-il là-bas? C'est-à-dire que les États-Unis et la France sont les puissances qui ont donné des ailes au Maroc pour faire tout cela. Le Maroc est l'un des rares pays au monde, pour ne pas dire le seul, dont la constitution ne fixe pas de frontières. L'immigration qui vient du Maroc n'est pas quelque chose de fortuit, car il y a une pression où il y a beaucoup de gens en Afrique qui veulent émigrer ici en Europe. Nous avons aussi constaté que le Maroc utilise les migrants comme arme géopolitique. Les rapports émis par le Centre national de l'intelligence n'ont cessé de constater que le Maroc est l'ennemi numéro 1 de l'Espagne dans la région. Le flux d'informations que le Maroc recueille dans toutes les mosquées en Espagne, et pratiquement tous travaillent pour les services de renseignement, c'est le renseignement marocain. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout ce qui se passe dans les mosquées, qui est le plus radical, qui l'est moins? Qui prévoit de faire quelque chose? Que se passe-t-il? Que le Maroc menace aussi de couper ce flux. C'est-à-dire, au moment où tu ne te soumets pas à moi, je coupe ce flux. Et soudain, il va commencer à se passer des choses en Espagne, des groupes djihadistes vont commencer à apparaître et tu n'auras aucune information. Deux frontières sont totalement fermées. Corée du Nord, Corée du Sud et Algérie-Maroc. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de la Factoria. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'activiste politique et militant sahraoui Taleb Ali Salem. Comment vas-tu Taleb? Heureux de t'accueillir. Plaisir d'être avec toi, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité et surtout de t'être rapproché pour parler d'un sujet qui est complètement oublié par tout le monde, mais qui, paradoxalement, est directement lié à ce pays. Merci de t'être rapproché de moi et de ma cause. Cela a un lien direct avec ce pays et, comme évoqué plus tôt, avec certains problèmes géopolitiques que nous avons avec le Maroc. Mais nous en parlerons plus tard. Je veux savoir, Taleb, raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui t'a amené au point où tu es maintenant? Tu es un activiste politique reconnu, on t'invite sur des plateaux télé d'ailleurs, mais maintenant, quand tu auras fini l'émission, tu as une connexion directe avec Quattro. Comment es-tu devenu si influent sur la question sahraoui? C'est une question très intéressante pour commencer. Je suis originaire du Sahara occidental, qui était une ancienne province espagnole. Pendant plus de 100 ans, il a été sous le contrôle de l'Espagne. En fait, on considère que c'est la dernière colonie à décoloniser en Afrique. À la fin des années 70, l'Espagne n'a pas décolonisé le territoire et n'a pas donné l'indépendance au peuple sahraoui, mais l'a remis au Maroc. Le Maroc n'est pas rentré de façon pacifique. Il est entré en bombardant des villes, en expulsant les gens de là-bas, en cherchant à les anéantir. Et ma famille a été obligée de fuir le Sahara occidental sous les bombardements marocains et de s'enfuir vers l'Algérie pour vivre dans des camps de réfugiés en espérant que cette situation se résolve. Je suis né dans ces camps de réfugiés. Ma mère m'a toujours dit qu'à leur arrivée dans ces camps, ils pensaient tout régler en quelques jours et rentrer chez eux, au Sahara occidental. Je suis la 3e génération née dans les camps de réfugiés sahraouis. Plus tard, je suis venu en Espagne via un programme accueillant des enfants de camps de réfugiés pour l'été chez des familles espagnoles. À 9 ans, j'ai vécu d'abord avec une famille espagnole, puis avec ma famille biologique. Et si tu nais en plein conflit politique dans un camp de réfugiés, je dis que je ne défends pas la cause sahraoui ou ne me consacre pas à l'activisme par choix, mais par obligation. Parce que tu nais au milieu d'un conflit qui marque complètement ta vie et t'oblige à lutter pour la liberté. La liberté de ton peuple, c'est vivre dignement sur ta terre, le Sahara occidental. C'est pourquoi j'ai toujours consacré mon temps à sensibiliser sur cette question, à défendre cette cause et à la faire connaître en Espagne. Parce que l'Espagne reste responsable de résoudre cela. C'est peut-être pour cela que je consacre tant d'années à cela. Et c'est peut-être pour cela aussi que cela suscite de plus en plus d'intérêt et que nous avons plus d'espace médiatique. C'est une réponse. Tu n'es pas activiste seulement par vocation, mais aussi parce qu'on ne t'a pas laissé le choix. Je veux approfondir un peu la genèse, la racine de ce conflit. Pourquoi l'Espagne décide-t-elle arbitrairement de le remettre au Maroc? C'est une question intéressante pour comprendre cela. C'était un moment sensible. Francisco Franco mourait. Il affirmait « Jamais je ne permettrai que le Maroc occupe le Sahara occidental ». Franco tenait à préserver l'indépendance du Sahara occidental. En fait, il en est venu à placer des mines et l'armée espagnole dans le nord du Sahara occidental pour empêcher le Maroc d'occuper le territoire. Francisco Franco était mourant.
La transition allait-elle arriver? Les États-Unis et la France, alliés du Maroc, ont poussé une Espagne affaiblie par la mort de Franco à céder le Sahara au Maroc. Parce qu'ils ne voulaient pas d'une république indépendante, mais voulaient que ce territoire fasse partie du Maroc. Surtout pour contrôler les ressources naturelles, car c'est l'un des territoires les plus riches d'Afrique du Nord. Il possède la plus grande réserve de phosphate au monde, et le phosphate est un engrais utilisé pour l'agriculture. 75% des phosphates se trouvent au Sahara occidental. C'est quelque chose que tout le monde consomme. Ainsi, pour les grandes puissances comme les États-Unis et la France, contrôler ce territoire stratégique et ses ressources naturelles était intéressant. C'est pourquoi on a fait pression sur l'Espagne. On dit que les États-Unis ont garanti au roi Juan Carlos qu'il reviendrait régner en Espagne après la mort de Franco. Avec l'appui des États-Unis, s'il cède le Sahara occidental au Maroc. Le 14 novembre 1975 à Madrid est signé l'accord appelé Accord tripartite, par lequel l'Espagne cédait le Sahara au Maroc et à la Mauritanie. Et ça, l'Organisation des Nations Unies ne le déclare pas valide. Non, les Nations Unies l'ont vite déclaré invalide, affirmant que le peuple sahraoui devait d'abord voter lors d'un référendum. S'il veut être espagnol, s'il veut être indépendant ou s'il veut être marocain, la décolonisation ne sera pas valable. C'est très intéressant car légalement, le Sahara occidental reste aujourd'hui un territoire espagnol, ce que l'on ignore souvent ici. Autrement dit, les avions civils survolent aujourd'hui l'espace aérien sahraoui. Ils ne demandent la permission ni au Front Polisario, qui représente la population sahraoui, ni au Maroc, qui occupe une grande partie du territoire. On demande la permission à l'Espagne car, selon l'Organisation des Nations Unies, ce territoire et son espace aérien lui appartiennent. Est-ce un protectorat espagnol ou espagnol en soi? C'est espagnol. C'est un territoire dont la puissance administratrice jusqu'à aujourd'hui est l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne est considérée comme la puissance administratrice du territoire d'un point de vue légal. Alors qu'est-ce que c'est? J'aime l'activisme tant que je vois qu'il y a une solution viable pour résoudre ce pourquoi tu fais de l'activisme, si je puis dire. Selon toi, comment ça va finir? Comment l'Espagne peut-elle aider le peuple sahraoui alors que c'est son devoir légitime de le faire? Mais à ce jour, il semble que nous ayons complètement trahi notre devoir, notre héritage, notre histoire et aussi évidemment le peuple sahraoui. Je pense que c'est très simple. En fait, la clé se trouve à Madrid. Autrement dit, un gouvernement courageux peut s'opposer au Maroc et résoudre cette question. En fait, ce serait très bénéfique économiquement pour l'Espagne. C'est-à-dire, nous, au Sahara occidental, avons l'espagnol comme deuxième langue officielle. Il y a beaucoup de culture espagnole dans la culture sahraoui. Il y a beaucoup de liens avec la société espagnole. Population à peine d'1 million, territoire immensément riche, on en parle. Les économistes disent qu'un Sahara indépendant pourrait devenir le Dubaï africain, grâce à sa faible population et ses richesses. Le premier bénéficiaire, disons, de parier sur cette république et d'investir dans la construction de cette république serait l'Espagne. C'est notre allié naturel par l'histoire, n'est-ce pas? Jusqu'ici, aucun gouvernement n'a voulu régler ce problème. Je ne vais pas m'étendre, mais je vais te donner un exemple concret. Par exemple, le Portugal a un cas exactement identique, mais le Portugal, lui, a agi. Le Timor oriental, ancienne colonie portugaise, a été cédé par le Portugal à l'Indonésie au lieu d'obtenir son indépendance. Le peuple du Timor a lutté pendant de nombreuses années, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'en 2002, un gouvernement arrive au Portugal. Et il a dit, bon, il est temps de régler ça, parce que c'est notre responsabilité. Ils sont allés devant l'Organisation des Nations Unies, l'Indonésie a dû accepter un référendum. Le Timor oriental a voté et est devenu indépendant en 2003 aujourd'hui. C'est un État souverain. Qu'est-ce que cela veut dire? Si un gouvernement prend le pouvoir en Espagne et accepte la décolonisation, le Sahara occidental pourrait devenir indépendant. Et ce serait un avantage pour le peuple sahraoui qui obtiendrait son droit. Ce serait un avantage pour l'Espagne sur le plan économique, mais aussi sur le plan stratégique. Car pour le Maroc, le Sahara occidental est essentiel. Et tant qu'il gardera le contrôle du Sahara occidental, il gardera aussi le contrôle du chantage qu'il exerce sur l'Espagne. Quelle relation le peuple sahraoui entretient-il avec l'Espagne? Aujourd'hui, le progressisme moderne a cette fausse croyance que tout ce qui concernait les colonies n'était que de l'abus, de la maltraitance, de l'exploitation des ressources. Mais en t'écoutant parler, ce que je vois, c'est que tu as envie de retrouver le lien avec ces méchants colonisateurs espagnols. En fait, tu leur demandes la responsabilité d'agir pour que ton peuple soit enfin libre. Voyons, ici il y a deux parties.
Il y a une partie de coexistence entre les Sahraouis et les Espagnols, pendant que le Sahraoui était espagnol. Et il existe une responsabilité juridique que, jusqu'à aujourd'hui, les politiciens espagnols doivent assumer, surtout, sur ce passé colonial de coexistence. Ce n'était pas vraiment violent. Les Sahraouis et les Espagnols ont coexisté, ce qui est essentiel. Beaucoup d'Espagnols sont restés après le départ de l'Espagne pour soutenir les Sahraouis face au Maroc. Beaucoup d'entre eux ont vécu avec nous, même dans les camps de réfugiés. Bien que les gouvernements et politiciens espagnols aient abandonné le peuple sahraoui, notre lien avec le peuple espagnol était resté très fort. Et cela est très important. Pour l'Espagne, il existe aujourd'hui très peu de sujets sur lesquels tous sont d'accord. Du plus progressiste au plus conservateur, les nationalistes, absolument tout le monde. Dans les dernières enquêtes publiées sur la question sahraoui, on constate que du plus conservateur au plus progressiste, tout le monde soutient le peuple sahraoui. C'est pourquoi il existe un lien social entre les Sahraouis et la population espagnole. Je me souviens, quand j'étais petit, dans les camps de réfugiés, j'ai toujours vu des gens blancs. Et c'était des coopérants espagnols qui venaient t'aider, qui venaient te donner des cours, qui venaient t'aider dans les hôpitaux et tout ça. C'est pourquoi il y a toujours eu ce lien. Le Maroc réclamait-il déjà le territoire pendant les dernières années de la colonisation ou de la présence espagnole? Les Sahraouis ont entamé un soulèvement, c'est-à-dire nous voulons l'indépendance avant que le Maroc ne vienne nous envahir ou avant que vous ne nous livriez au Maroc. Et il est vrai qu'il y a eu une réponse dure de la part des forces coloniales espagnoles à cette époque. Il y a eu un des premiers affrontements, mais survenu parmi les derniers, entre les Forces marocaines et les forces... Non. Il s'agissait d'un affrontement entre la population sahraoui manifestant et les forces franquistes de l'époque. Oui, c'est vrai, ils ont répondu brutalement contre les Sahraouis qui réclamaient l'indépendance. Et cela a été, disons, la rupture d'une coexistence qui avait duré 100 ans. Mais comme je te le dis, il existait et il existe toujours un lien social qui s'est maintenu depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a peu de temps, des militaires m'ont invité, ils ont une association. Et c'était des militaires mais qui ont passé de nombreuses années au Sahara occidental et ils ont une association. Ils ont organisé une réunion il y a peu à Malaga et ils m'ont invité. Et il y a beaucoup de militaires qui ont été au Sahara et tout ça. Ils ne parlent jamais des Sahraouis, mais toujours de nos frères Sahraouis. Donc je crois qu'il existe un lien qui est réel et qui se maintient jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment manifeste et qu'on peut voir, c'est cette sympathie que ressent la population espagnole dans son ensemble pour le peuple sahraoui. Cela ne s'est jamais reflété dans les décisions de ces politiciens. Comme d'habitude, les politiciens espagnols dévalorisent l'Espagne. Je vais maintenant te poser la même question à l'envers. Quelle relation existe entre le peuple sahraoui et le gouvernement marocain ? C'est une relation assez triste et très violente. Nous avons souffert de la part du Maroc. On parle beaucoup de la Palestine en ce moment, mais on ne parle pas du Sahara occidental. Nous avons subi des bombardements avec des armes interdites, avec du napalm et du phosphore blanc. Par exemple, lors du bombardement du camp sahraoui Moudraïga, le Maroc a tué 4000 personnes en un jour. Les années qui ont suivi ont été des années de mauvais traitements, de persécutions, en plus d'avoir expulsé plus de 200 000 personnes du territoire sahraoui qui sont aujourd'hui réfugiées en Algérie, dont ma famille fait partie. Les personnes qui sont restées vivre dans les territoires occupés ont subi une répression brutale. Prison, torture, viol, assassinat qu'ils subissent encore. C'est pourquoi quand je parle aujourd'hui d'immigration, je sais de quoi je parle. Le Maroc, après avoir occupé notre terre, a introduit cette immigration sous forme de colons, jusqu'à faire de nous, les Sahraouis, une minorité sur notre propre terre, sans droit à la santé, sans droit à l'éducation, sans droit au travail. Vivons-nous littéralement, ou bien la majorité des Sahraouis vit-elle dans la pauvreté, alors que nous possédons l'un des territoires les plus riches d'Afrique du Nord? La relation du Maroc avec le peuple sahraoui. La relation des Sahraouis avec le Maroc a été, malheureusement je dois le dire, très violente. Au comportement des forces d'occupation marocaines et aussi de leurs colons sur le territoire, c'est pourquoi nous ne nous sommes jamais vraiment mélangés. Et après 50 ans d'occupation, tu ne trouveras jamais de métissage entre les Sahraouis qui vivent dans les zones occupées et les Marocains. Nous avons toujours vécu dans des quartiers très séparés et il n'y a jamais eu de mélange culturel, mais plutôt un rejet total de la part des Sahraouis envers les Marocains. Y a-t-il une grande différence culturelle entre le peuple sahraoui et le peuple marocain? Oui, totalement, ou dans tous les domaines. Même si physiquement tu me vois, un peu bronzé, pour moi ils sont tous un peu pareils, non? Il existe une différence intrinsèque dans la philosophie de vie et la façon de parler, avec des dialectes différents. La pratique religieuse est également très différente. Le Sahraoui, par sa nature de vivre dans le désert, on nous appelle les enfants des nuages, non? Parce que c'est un peuple nomade qui s'est toujours déplacé en suivant la pluie dans le désert.
C'est profondément mystique. Autrement dit, leur compréhension de la religion repose sur la méditation, les chants et la connexion avec la divinité dans le respect des autres, sans colère ni contrainte. C'est aussi une philosophie de vie très pacifique, très contemplative, très introspective, et elle se distingue complètement de l'islam pratiqué au Maroc, qui consiste à vénérer le roi, qui est le petit-fils du prophète, et presque être esclave de cette idéologie. De plus, nos vêtements, pratiques religieuses et culturelles sont totalement différents. Pour moi, un Chinois, un Japonais et un Coréen, c'est pareil, même si un Occidental pourrait voir une différence. Beaucoup peuvent te dire, pour moi, un Marocain, un Mauritanien et un Sahraoui, c'est la même chose, mais il existe en réalité de grandes différences. Je comprends parfaitement Taleb. J'ai aussi une question, c'est-à-dire avec quelle autorité le Maroc arrive-t-il là-bas en bombardant? C'est-à-dire les États-Unis et la France sont les puissances qui ont donné des ailes au Maroc pour faire tout ce que tu es en train de me dire? Tu viens de poser la question clé. Avec quelle autorité le Maroc arrive-t-il là-bas? Le Maroc, il dit... Historiquement, le Sahara n'a jamais appartenu au Maroc, tout comme le Rif. Ruben m'a dit que cela n'a jamais été marocain non plus. Mais eux, ils ont une vision impérialiste que je n'arrive pas à comprendre. D'où cela vient-il? Quel genre d'autorité as-tu pour dire que ce territoire appartient au Maroc? Elle provient d'une idéologie expansionniste qui affecte non seulement nous, mais aussi tous les voisins, y compris l'Espagne. Ils revendiquent Ceuta, Melilla, ils revendiquent les Canaries comme leur propre territoire, ils revendiquent tout le sud-ouest algérien, ils revendiquent même la Mauritanie. Ils ont mené une guerre avant d'envahir le Sahara et tenté d'envahir le sud-ouest algérien en 1963 lors de la guerre des Sables. Ils ont profité de la récente indépendance et de la faiblesse de l'Algérie pour l'occuper militairement. Les Algériens ont réagi vite et en un mois ont mis fin à cela en chassant l'armée marocaine humiliée. Voilà pourquoi l'Algérie nous soutient autant. Elle sait que le Maroc a une idéologie expansionniste. Ils revendiquent la Mauritanie et ont refusé de la reconnaître après son indépendance, attendant 9 ans. Pourquoi? Parce que le Maroc est au nez de cette idéologie de vouloir être un grand empire. L'autre jour, je regardais une vidéo d'un Marocain très impérialiste et nationaliste qui répétait non. Il affirmait que l'Andalousie et les Andalous étaient marocains et qu'un jour, le Maroc devrait débattre de la récupération de l'Andalousie. C'est pourquoi l'idéologie expansionniste marocaine est bien présente. Et en suivant cette idéologie, ils ont décidé d'envahir le Sahara occidental. Que se passe-t-il? L'Espagne était faible, comme je te l'ai dit. Ils ont proposé d'aller à l'Organisation des Nations Unies pour voir si le territoire t'appartient et de te le donner alors. L'affaire a été portée devant la Cour de la Haye. Le tribunal de l'Organisation des Nations Unies, il a examiné toutes les preuves historiques avant la colonisation et a rendu un jugement qui est public, où il dit « Aucun lien de souveraineté précoloniale n'existait entre le Sahara occidental et le Maroc avant la colonisation, d'où la nécessité de l'indépendance de ce territoire. » C'est un jugement public, donc le Maroc n'a aucune légitimité. Cela a été une invasion complètement illégale. Je comprends parfaitement. Et quels sont les arguments de ces nationalistes marocains que les gens croient que c'est un autre sujet, pardon. C'est que mon esprit fonctionne très vite et je viens juste d'avoir une idée en tête. À l'esprit. Les gens pensent que le nationalisme ne peut être qu'européen et blanc. Les gens pensent que les impérialismes ne peuvent venir que des méchants européens. Mais d'après ce que tu me racontes, le Maroc est en train de mener quasiment une extermination d'un peuple sans aucun lien. Selon toi, oui. Tout à fait. Mais je rejoins aussi ce que tu dis. On croit aussi souvent que le racisme n'est que blanc, non? On parle aujourd'hui de chasse raciale, mais nous, Sahraouis, en avons déjà subi de la part des Marocains. Même en Espagne, je reçois encore des menaces. J'ai recensé de nombreux cas de compatriotes à moi qui ne peuvent pas aller dans des quartiers marocains parce qu'ils se font insulter, parce qu'ils se font agresser. C'est du racisme juste parce qu'ils sont Sahraouis, non? Ce que tu dis est vrai. Le Maroc, s'il est né d'une idéologie profondément coloniale, profondément impérialiste, qui menace tous ses voisins. Et c'est très important de le comprendre. Tant qu'on ne comprendra pas en Espagne que le Maroc représente une menace pour tous ses voisins. Nous irons de crise en crise, avec des trêves, mais jamais avec la paix. J'ai une question très importante. Pourquoi dis-tu que le Maroc était né sous la prémisse impérialiste? Parce que le royaume du Maroc est établi, ce n'est pas un pays qui possède de grandes ressources naturelles, ce n'est pas un pays qui a beaucoup à offrir à son peuple. Alors, ils naissent en essayant de raviver le souvenir de ce qu'était Al-Andalus, qui n'a absolument rien à voir avec le Maroc. Ils naissent en affirmant que les grands sultanats, qui contrôlaient jusqu'au fleuve Sénégal, appartenaient
ou étaient établis dans le nord du Maroc. C'est pourquoi ils naissent en vendant à leur peuple, dans leur discours et dans leur idéologie politique profonde, en tant que système, qu'ils sont un grand empire. En fait, je vais te donner une information. Le Maroc est l'un des rares pays au monde, pour ne pas dire le seul dont la constitution ne fixe pas de frontières. Il parle de ce qu'on appelle en arabe al-hudud al-haqqa, ce qui signifie que nos frontières sont les véritables frontières. Quelles sont ces véritables frontières? C'est celles qu'ils peuvent les dieux se permettre en tant qu'empire. Merde. Si ce que tu viens de dire est assez éclairant, c'est ici que je veux aborder un sujet assez important. Tu as l'impression que la gauche espagnole a complètement trahi la cause sahraoui? Oui, je pense que c'est une trahison. En plus, c'est l'une des trahisons les plus basses que nous ayons jamais vues. Parce qu'il y a un intérêt à profiter de la cause pour ensuite la trahir de la manière la plus humiliante. Je dis toujours que je préfère une droite qui ne me promet rien et me dit « Écoute, ça ne m'intéresse pas ». Dans ton cas, Moros qui se tue en Afrique, vous ne m'intéressez pas, moi j'ai d'autres préoccupations. Là au moins, c'est clair, je n'attends rien de toi. C'est bien plus clair que celui qui montre sa solidarité à tes manifestations. Ils vont dans les camps, ils prennent des photos avec les enfants et tout ça. Ils te promettent, dans leurs programmes électoraux, que dès qu'ils arrivent au gouvernement, ils vont t'ouvrir la question de la décolonisation et toi, tu y mets tout ton espoir. Bon, eh bien, je vais soutenir ces gens qui me promettent la solution. Puis, une fois au pouvoir, ce sont eux qui soutiennent le plus le Maroc. Ils la soutiennent militairement, économiquement et politiquement. Pour qu'elle continue d'exercer cette occupation et qu'elle continue de commettre ce génocide. Et c'est une, malheureusement, trahison qui s'est répétée au fil des années. Avec Felipe González, Zapatero, puis Pedro Sánchez. Et tous les partis satellites qui entourent le Parti socialiste, comme Podemos, Somar ou Izquierda Unida. C'est ici qu'intervient un point très clé. Que s'est-il passé lorsque, en Espagne, ils se sont réunis avec le leader du Front Polisario et le Maroc a ouvert les frontières de Ceuta et Melilla? Je crois que là, nous avons eu la plus grande preuve que l'immigration venant du Maroc n'est pas quelque chose de fortuit. Parce qu'il y a une pression. Ou bien y a-t-il énormément de gens en Afrique qui veulent émigrer vers l'Europe? Mais nous avons vu qu'en plus de cela, le Maroc utilise les personnes migrantes comme une arme géopolitique. Cela a été démontré là. Le chef du Front Polisario et président de la République sahraoui. Ayant établi une république, nous contrôlons 20% du territoire et sommes reconnus par plus de 55 pays. Nous faisons partie de l'Union africaine, qui est là comme l'Union européenne. Nous sommes un État membre de l'Union africaine. Alors, Brahim Ghali, en tant que président de la République sahraoui, est venu se faire soigner en Espagne. Et je dois dire que Brahim Ghali, en plus d'être évidemment le président de la République sahraoui, est né dans ce qui était le Sahara espagnol, donc il a la nationalité et la carte d'identité espagnole. Alors il est venu se faire soigner ici, et rapidement le Maroc s'est fâché parce qu'on soignait le président sahraoui. Le chef du Front Polisario a ouvert les frontières et envoyé 10 000 personnes à Ceuta et Melilla en une journée. Et ici, je dois dire quelque chose. Il s'est passé là quelque chose de très important que beaucoup de gens négligent. Et c'est que c'était la première fois dans l'histoire que l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne a condamné un pays étranger. Et la condamnation émise par le Parlement européen, votée à la majorité, disait ceci. Le Maroc est condamné pour avoir instrumentalisé les migrants comme outil politique. Cela signifie clairement que le Maroc utilise l'immigration comme une arme politique. À bientôt. Quel a été le gouvernement de l'Espagne qui s'est le plus rapproché de la cause sahraouie? Rapproché? Ah, il y en a eu beaucoup, je dois t'expliquer ici pour que tu vois la différence de ce que je vais exposer. Et je dois dire, et je dois le préciser très clairement, je vais profiter de ton podcast pour le faire, parce qu'on m'accuse souvent. On me traite de communiste ou d'extrême droite. En tant que Sahraoui, c'est vrai, moi en tant que Sahraoui, je n'entre pas dans le spectre politique espagnol de droite ou de gauche. Je fais simplement des observations, j'ai une cause qui est liée à ce pays, et j'analyse ce qui se passe avec ma cause depuis la responsabilité politique. C'est-à-dire... Excuse-moi de t'interrompre. Si un parti communiste te dit qu'il va tout mettre en œuvre et que tu vois qu'il est fiable, le soutiendrais-tu s'il s'engage totalement pour la cause sahraoui, comme tu soutiendrais un parti franquiste espagnol, s'il va libérer ton peuple, c'est-à-dire tu es pour et avec ton peuple? C'est que nous venons d'un mouvement de libération, c'est-à-dire un mouvement de libération. Il a comme allié tout le spectre. Traditionnellement, le Front Polisario était proche du camp communiste, principal soutien.
En fait, l'un des ministres me disait qu'une fois, lors d'un dîner dans une ambassade, il a rencontré un membre du Congrès américain. Il lui a dit: n'envoyez-vous pas vos enfants étudier le communisme à Cuba et au Venezuela? Et il a répondu: écoute, donne-moi des bourses pour envoyer mes enfants à Washington, et demain tu auras là-bas tous ceux que tu voudras. Cela signifie que le mouvement de libération s'appuie sur toute la gauche et la droite. Nous sommes alliés. La droite, les démocrates chrétiens et la droite conservatrice du Panama nous ont d'abord reconnus, puis nous avons aussi des alliés comme Cuba ou le Venezuela. Nous élargissons notre spectre car les alliances sont à la fois stratégiques et tactiques. Cela signifie-t-il que tout soutien à mon indépendance sera apprécié? Et cela s'applique-t-il aussi au panorama politique espagnol? D'accord. Je comprends parfaitement. C'est-à-dire que pour toi, le panorama, c'est-à-dire le spectre politique, t'es complètement égal. Ce que tu veux, c'est un engagement de la part du politicien en place envers ta cause. Oui, qu'il assume sa responsabilité. Je ne demande pas l'aumône non plus. Tu as une responsabilité juridique, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Cela fait des années que je vis dans ce pays, je suis sahraoui, espagnol, parce que j'ai grandi ici depuis tout petit. Je sais qu'ici, en tant qu'Espagnol, je dois respecter la loi, la Constitution et payer les impôts. Et au moment où je ne respecte pas la légalité en vigueur en Espagne, eh bien je reçois une amende, ou on m'emmène en prison, ou ce qui s'impose. Donc, il existe une légalité internationale qui demande à l'Espagne de décoloniser ce territoire qu'elle a laissé à un autre pays. C'est pourquoi, lorsque je m'adresse aux hommes politiques espagnols, je ne leur dis pas: «Oh, pauvre de moi, je suis un Sahraoui, aide-moi». Non, non, je ne te demande pas la charité. Je t'exige un droit, c'est-à-dire de respecter la légalité qui t'oblige à décoloniser. C'est une obligation pour les politiques. Celui qui s'y engage aura mon soutien. Je dois aussi te demander, en réponse à ta question, de quel co-gouvernement tu parlais, lequel a été le plus proche ou le plus soutenant. Je vais te donner 2 exemples. Felipe González a visité les camps de réfugiés sahraouis pendant sa campagne. La vidéo de son discours est disponible sur YouTube. Il suffit de chercher discours de Felipe González au Sahraoui. Et il a dit: aussi bien moi que mon parti, nous serons avec vous jusqu'à la victoire finale. Il promettait de lancer la décolonisation une fois au gouvernement. Felipe González, arrivé au gouvernement, a d'abord visité le Maroc, où il a commencé à soutenir militairement le roi Hassan II, à un moment où Hassan II bombardait les Sahraouis. C'est-à-dire un virage à 180 degrés vers le soutien de la force qui nous occupait. Typique d'un politicien, il va au campement sahraoui, mais derrière, il donne des armes au gouvernement qui va bombarder. Le peuple que J'ai juré de défendre. Exactement. Ensuite, il y a eu le gouvernement d'Aznar qui, en termes pratiques, a peut-être été celui qui s'est le plus rapproché de résoudre la question sahraoui. Et cela s'est produit à la suite de ce qui s'est passé sur l'îlot Persil. Cela ouvre également un débat très intéressant. Beaucoup disent: vous êtes des conspirationnistes, vous évoquez l'invasion de Ceuta et Melilla par le Maroc. Comment osez-vous? Eh bien, Il a envahi un territoire. espagnol, voilà, c'est le point. Qu'est-il arrivé avec l'îlot Persil? En reprenant ce que je disais plus tôt. Le Maroc a toujours revendiqué Ceuta, Melilla et même les îles Canaries, reflétant son idéologie expansionniste. Au fond, leur discours politique défend que c'est un territoire marocain occupé par l'Espagne, donc ils attendent le bon moment. Parfait pour occuper ces territoires. Ce qui s'est passé en 2002, c'est ce que le Maroc a envoyé ses soldats sur l'îlot Persil, qui est un tout petit îlot, mais pour moi, c'était une façon de tâter le terrain. C'est-à-dire, s'ils arrivaient à prendre l'îlot, ils y auraient hissé le drapeau marocain. Et s'il n'y avait pas eu de réponse de la part de l'Espagne, je suis absolument certain que l'étape suivante aurait été d'envahir Ceuta, Melilla et même une île des Canaries. Mais comme l'action du ministère de la Défense espagnol à l'époque, sous le gouvernement d'Aznar, a été très rapide, cela a été stoppé. Le magazine a interviewé les soldats. Les Marocains ont été expulsés de manière humiliante, avec des sacs sur la tête, on a retiré le drapeau marocain et on a mis le drapeau espagnol. Je dois préciser, et beaucoup d'Espagnols le savent, que les États-Unis ne sont pas un allié de l'Espagne. En cas de conflit entre l'Espagne et le Maroc, ils pourraient soutenir le Maroc. J'ai récemment vu le ministre de la Défense sous Aznar. Lors d'une interview à Espejo Publico sur Antena 3, il a déclaré qu'ils avaient demandé aux États-Unis de restituer le Persil, Ceuta et Melilla au Maroc à l'époque. Le ministre a déclaré: nous les avons envoyés à cet endroit qui commence par me. Aznar a alors réagi fermement pour stopper l'expansionnisme marocain visant l'îlot Persil, et aussi d'autres comme Ceuta, Melilla ou les Canaries. Que se passe-t-il? Les élections approchaient. En 2004, les élections allaient avoir lieu 2 ans plus tard, et Aznar
avait amorcé une réelle amnistie avec le Maroc depuis l'épisode du Persil, Aznar. Il a déclaré que si le Parti populaire gagnait encore les élections, il saisirait les Nations Unies sur le Sahara occidental et pourrait lancer la question de la décolonisation. Les sondages donnaient la victoire au Parti populaire avec Mariano Rajoy à l'époque. Mais rapidement, il y a eu ce qui s'est passé le 11 mars 2004 et les sondages ont subi un revirement radical. Zapatero a gagné et il a continué sur la ligne de soutien au Maroc. Ils se sont complètement éloignés de cette ligne de décolonisation qu'ils avaient promis de suivre, à explorer, à restituer. Je vais évoquer un sujet un peu conspirationniste. Penses-tu que l'affaire Pegasus et celle du 11 mars sont liées à la question du Sahara occidental? Je pense que le Maroc a la main dans tous les grands épisodes et dans toutes les grandes crises qu'a connues l'Espagne au cours des 50 dernières années, développe. Je ne répondrai pas directement car cela me mettrait aussi dans une situation délicate, mais ce n'est un secret pour personne. Comme expliqué, le Sahara occidental est un territoire très riche et stratégique pour le Maroc. Celui qui détient l'administration légale de ce territoire, c'est l'Espagne. C'est pourquoi le Maroc doit toujours garder l'Espagne sous contrôle. Si l'Espagne atteint un niveau de prospérité économique et politique qui lui donne du pouvoir et que sa politique peut être ferme. Avec le Maroc allant jusqu'à soulever la question de la décolonisation du Sahara occidental, cela, le Maroc ne le permettra jamais. Le Maroc aura besoin d'une Espagne soumise, d'une Espagne docile, d'une Espagne complètement faible. C'est pourquoi je t'ai dit plus tôt qu'à une époque où l'Espagne était forte politiquement et économiquement sous Aznar. Ce n'est un secret pour personne, ni une position politique. Donc, en 2004, Zapatero et le Parti socialiste sont arrivés au pouvoir, c'est bien ça? Il serait aussi intéressant d'étudier la relation avec le Parti socialiste du Maroc. Et bien sûr, l'arrivée du Parti socialiste au gouvernement signifie toujours une soumission totale au Maroc. C'est un sujet très intéressant. La soumission du Parti socialiste au Maroc. J'aimerais que tu développes ce point pour moi. Eh bien, en commençant par Felipe González, comme je te l'ai dit tout à l'heure, actuellement, après évidemment les années où il a gouverné. Une soumission totale au Maroc avec soutien économique, politique et militaire. Il possède un petit palais offert par la famille royale. J'ignore s'il l'a vendu ou le possède encore, mais ce palais lui a été offert. À Tanger, il a été décoré par le roi du Maroc, c'est-à-dire presque comme un agent qui est décoré pour ses services au royaume. Plus tard, la relation de Zapatero est arrivée à Zapatero. J'invite aussi les journalistes à enquêter sur Zapatero et ses liens avec le Maroc. Zapatero se rend souvent au Maroc pour des conférences bien payées défendant l'occupation marocaine du Sahara et affirmant que le Sahara doit être marocain. Et nous ne savons pas combien ces conférences sont payées, ni par quel paradis fiscal elles sont rémunérées. Tout ce que nous savons, c'est qu'il entretient une relation étroite et fait du lobbying pour le Maroc depuis un moment. Nous évoquons l'ex-ministre Marila Trujillo, qui a servi sous Zapatero et réside au Maroc. Elle est même allée jusqu'à « c'est disponible ». Vous pouvez le chercher. Elle a affirmé que le Sahara, Ceuta et Melilla devraient revenir au Maroc, selon une ex-ministre socialiste espagnole. On évoque José Bono, récemment mentionné dans la presse. Avant d'acheter de nombreux appartements, il était au Sahara, occupé avec les autorités marocaines, blanchissant ainsi l'occupation. Nous évoquons Aguilar, ex-ministre de la Justice de Zapatero, aujourd'hui député européen socialiste et important lobbyiste du Maroc au Parlement européen. On parle de Pedro Sánchez en 2002. Il reconnaît au Maroc la souveraineté sur le Sahara. C'est pourquoi il existe une relation personnelle entre le Parti socialiste et le Maroc. Et cela ne porte pas seulement atteinte à nous, les Sahraouis, à nos droits et tout le reste, mais c'est aussi un attentat contre la souveraineté même de l'État espagnol. Quand tu soutiens politiquement, économiquement et militairement un État expansionniste et sanctionniste qui te voit en ennemi et revendique ton territoire, tu es en train, en gros, de scier la branche sur laquelle tu es assis. Autrement dit, tu nourris une bête qui, un jour ou l'autre, finira par te dévorer. Le Parti socialiste trahit à la fois le peuple sahraoui et le peuple espagnol. C'est là que l'immigration illégale et massive interviennent. Dans quelle mesure le Maroc a-t-il intérêt à une Espagne instable? Une Espagne remplie de personnes maghrébines, remplie de personnes marocaines, dont beaucoup, en cas de conflit possible entre l'Espagne et le Maroc, prendraient le parti du Maroc. Je n'en vois absolument pas le sens.
avoir des cinquièmes colonnes sur son territoire, vu la tension géopolitique actuelle. Mais malgré tout, le Parti socialiste ouvrier espagnol, quoi qu'il fasse, aura toujours le soutien de cette masse. Mouton. Mais pour revenir au point, jusqu'à quel point penses-tu que l'immigration est la principale arme de conquête de l'État marocain? C'est l'une des armes. Il y a aussi le trafic de drogue, qui est un autre domaine dont on n'a pas parlé, mais aussi le détroit de Gibraltar. Il y a énormément de drogue qui entre et qui arrive dans toute l'Europe. Pour le Maroc, des enquêtes belges et françaises révèlent que le roi et sa famille sont directement impliqués dans le trafic de drogue. Ils vivent ou gagnent beaucoup grâce au trafic de drogue, surtout via le détroit de Gibraltar. C'est un autre atout que possède le Maroc. Mais l'immigration est sa principale arme, et il est très important de comprendre comment le Maroc utilise cette immigration. Il l'utilise en deux phases. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Roya Air Maroc, qui est la compagnie aérienne nationale marocaine, propose des vols très bon marché. Elle n'exige pas de visa pour les pays africains en guerre ou frappés par la famine. Que cela implique-t-il? Là où les gens veulent partir, elle leur offre des vols très bon marché sans exiger de visa pour le Maroc. Cela veut-il dire qu'elle les concentre sur son territoire? Elle collabore aussi indirectement avec les mafias qui amènent ces migrants d'Afrique. Ils sont rassemblés au nord du Maroc, dans des forêts où le Croissant Rouge marocain leur fournit nourriture et aide. Elle s'en sert, comme en 2022, pour ouvrir la porte et en lancer 10 000, ou la fermer et les massacrer, pour demander plus d'argent à l'Europe ou à l'Espagne. C'est la première phase dans laquelle le Maroc utilise l'immigration. Ensuite vient la deuxième phase, à laquelle tu viens de faire référence, comment le Maroc utilise l'immigration. Déjà sa migration, sa diaspora, déjà là. Nous vivons à une époque de changements géopolitiques internationaux, où l'immigration ne peut pas être comprise en dehors du contexte géopolitique, surtout quand il y a autant d'immigration. Le gouvernement marocain voit l'Espagne comme un ennemi avec qui un conflit finira par éclater, car il estime qu'elle occupe un territoire lui appartenant. C'est pourquoi, avec plus d'1 million de Marocains présents en Espagne. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être un expert en géopolitique pour comprendre que ce million d'immigrants, une grande partie d'entre eux sera utilisée comme une arme douce dans ce sens. C'est pourquoi le Maroc a toujours utilisé les mosquées, les associations culturelles. Il a constamment exercé un contrôle idéologique pour maintenir et mobiliser l'idéologie nationaliste au sein de la population en Espagne. Et tu demandais tout à l'heure si cela surgit, et aussi, beaucoup de gens vont te traiter de complotiste. Donc, si un conflit éclate, ces Marocains vont défendre le Maroc. Je dois dire que beaucoup de Marocains qui vivent en Espagne ont un fort sentiment nationaliste. Je te parle même des deuxièmes générations, complètement liées au régime du Maroc. Voyons par exemple le chanteur Morat. Dans toutes ses chansons, dans la plupart de ses chansons, il se montre comme un anti-système, comme un genre de je ne sais quoi. Ensuite, il a des vidéos où il dit « Vive le roi, le Sahraoui du Maroc, vive Mohamed VI » et tout ça. Complètement nationaliste et monarchiste quand il s'agit du régime marocain. C'est une preuve que beaucoup d'entre eux sont profondément nationalistes. Et je vais te donner une preuve. Je crois que c'était lors de la dernière Coupe du Monde. Un match Espagne-Maroc a eu lieu. De nombreux Marocains ici jetaient leur passeport espagnol en brandissant des drapeaux marocains. C'est pourquoi le Maroc exerce un contrôle idéologique absolu sur sa diaspora, qu'il mobilise dans différents domaines. Nous pourrons approfondir cela plus tard. Il l'utilise religieusement via les mosquées. Ce serait un sujet très intéressant. Nous pouvons également développer cela. Et il l'utilise peut-être aussi pour créer le chaos, comme ce que nous avons vu à Torre Pacheco et dans d'autres villes. Merde, tu crois que ce qui s'est passé à Torre Pacheco a été une stratégie de diversion de la part du Maroc pour sauver son cher leader, Sanchez? C'est une théorie. Je n'ai ni preuve ni doute. Merde. Franchement, je te dis que tout ça sent vraiment mauvais. Alors qu'ils prennent le pouvoir et expulsent des journalistes du Parlement, les socialistes consolident-ils définitivement la dictature? Il se passe ça, et tout d'un coup, la tension qui était braquée, brûlante sur le cher leader. Elle aborde soudain l'immigration, un discours qui pourrait profiter à Pedro Sanchez pour pointer l'extrême droite. Attention, je suis un voleur, mais au moins pas de droite. Tu viens de faire une analyse très importante. Tu n'es pas le seul. J'ai discuté avec de nombreux experts, notamment sur le Maroc. Dans quelle mesure le Maroc aurait-il pu agir pour le Parti socialiste?
Nous ne savons pas, mais je peux te dire que le Parti socialiste en a bénéficié. Pourquoi? Parce que nous nous trouvions à un moment où toute l'attention médiatique, politique et judiciaire était tournée vers le Parti socialiste. Les plus grands scandales de corruption de l'histoire touchaient le Parti socialiste, avec l'un des membres de sa direction en prison avec plusieurs personnes, dont la sœur, le frère et la femme du président. Soudain, toute cette attention médiatique annonçait presque la chute immédiate du Parti socialiste de Pedro Sánchez comme président. Rapidement, ce sujet a été détourné et a disparu de la conversation sociale ou des médias. Je ne saurais pas te dire si le Maroc a fait cela pour sauver le Parti socialiste, mais je peux te dire que le Parti socialiste a bénéficié de ce qui s'est passé. Repacheco. Pas seulement pour détourner l'attention, mais aussi pour leur stratégie électorale. Sur quoi le Parti socialiste fonde-t-il sa stratégie électorale? Que l'extrême droite n'arrive pas. Que l'extrême droite n'arrive pas. Le fait que des groupes extrémistes y aillent, que cette image soit donnée, que les médias l'encouragent, des groupes extrémistes attaquant, même si c'est un certain type qui attaque, etc. Cela renforce ce slogan. Si je ne gouverne pas, ce sont eux, les ennemis des kebabs, qui le feront. Le Parti socialiste s'intéresse à l'image, c'est pourquoi nous avons agi ainsi. On disait qu'il manquait d'effectifs, alors on a encouragé ces groupes à venir, etc. C'est que le gouvernement avait intérêt à ce que cela se produise, d'une manière ou d'une autre, non? Et ici, je reviens à analyser pourquoi. Pourquoi le Maroc pourrait-il avoir la main ici? Parlons de faits, c'est-à-dire indépendamment. J'ai récemment été dans les médias. Beaucoup dans ce discours qui essaye de nier tout doute sur l'immigration, qui ne veut pas relier l'immigration à la délinquance. Évidemment, l'immigration n'est pas forcément liée à la délinquance. Mais je mentionnais déjà des données et disais que, en 5 ans, le roi Mohamed VI a gracié plus de 25 000 prisonniers sans aucun délinquant, sans aucun programme de réinsertion pour se réintégrer dans la société. Au Maroc, on leur ouvre les portes et on les invite à venir ici pour continuer à commettre des délits. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Maroc n'a aucun intérêt à ce que l'immigration soit perçue comme un avantage. Il ne s'intéresse pas à une immigration intégrée, qui travaille et contribue paisiblement, à qui on souhaite la bienvenue. Il veut que l'immigration reste vue comme une menace. Quoi? Parce que comme ça, il continue de recevoir des aides de plusieurs millions. Au cours de la dernière décennie, le Maroc a reçu plus de 1,4 milliard d'euros d'aides de la part de l'Union européenne pour freiner l'immigration. Pour l'Espagne, que signifie cela? Que le Maroc doit continuer à faire en sorte que l'immigration soit perçue comme une menace en introduisant des centaines de milliers de délinquants qui font ce qui s'est passé à Torre Pacheco, ce que nous avons vu aux Canaries, ce qui se passe dans les rues de Barcelone, ce qui se passe dans tant d'autres endroits. Pour que l'immigration soit toujours perçue comme une menace, et que le Maroc continue à vivre de ce commerce, je vais donner un exemple et finir bientôt. Comme les grandes entreprises pharmaceutiques, elles diffuseraient le virus, puis vendraient l'antidote. Le Maroc fait exactement la même chose. Il organise l'immigration, y inclut des délinquants pour semer le chaos, puis demande de l'argent pour l'arrêter. Je veux parler de Pegasus. Je veux que tu me dises pourquoi. Le Parti socialiste ouvrier espagnol est tellement servile envers le Maroc, qu'est-ce que tu veux? Selon toi, quelle est la raison derrière cela? Je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas une sorte de chantage, qu'il n'y a pas une sorte d'information, qu'il n'y a pas quelque chose qui fasse que ces gens se soumettent à ce point à un ennemi géopolitique, on peut déjà le dire ouvertement. Et je veux préciser que ce n'est pas pour un message pour les Marocains intégrés ici. J'ai parlé avec l'un d'eux, mon ami Moja, qui me conduit parfois. Et il m'a dit qu'en cas de conflit, il se battrait pour l'Espagne à 100%. Et j'ai beaucoup d'amis dont je suis conscient qu'ils prendraient le parti de l'Espagne en cas de conflit. C'est-à-dire, cela ne concerne pas tous les Marocains. Loin de là. Ici, nous parlons en termes géopolitiques. Et il faut être très naïf et très innocent, sachant tout ce que nous savons déjà. Que le Maroc n'est pas notre ennemi géopolitique. Vraiment, et je ne suis pas une personne naïve. La réalité plaît ou non, mais il faut l'assumer. Tous les rapports émis par le Centre national de l'intelligence, le service de renseignement espagnol, par les hauts commandements de l'armée. Maintenant à la retraite. Ces ouvrages répètent sans cesse que le Maroc est l'ennemi numéro 1 de l'Espagne dans la région. Mais aussi parce que le dernier conflit armé qu'a connu l'Espagne a été avec le Maroc. Parce que le discours marocain est un discours hostile envers l'Espagne. Parce que l'exercice marocain est un exercice hostile envers l'Espagne. Parce que le travail du Maroc avec son immigration, avec les personnes également nationales, espagnoles, mais d'origine marocaine, qui se trouvent à Ceuta et Melilla. Le travail qu'ils font est brutal,
je vais aussi te donner une autre information. Et cela est très important et beaucoup de gens ne le savent pas. Ils te demandent, tu as parlé de Pegasus? Pourquoi l'Espagne? Oh, Pourquoi le... Parti socialiste à genoux? Ce n'est pas seulement Pegasus. Pegasus n'est qu'une des nombreuses choses, non? Je pense que le Maroc utilise deux moyens pour garder le Parti socialiste sous contrôle. Et l'un d'eux, c'est le chantage. Par Pegasus, via la manipulation d'informations, et aussi par l'achat de volonté. La corruption, c'est tenter de soudoyer ou d'acheter quelqu'un. Si j'y arrive à l'amiable, très bien, tu seras à mon service. Sinon, je vais y parvenir par le biais du chantage. Par exemple, Pegasus, qui n'est qu'un élément parmi d'autres. Je crois que tout a commencé avant, en pensant aussi à 2004. Là aussi, on peut trouver des informations que le Maroc pourrait avoir sur ce qui s'est passé à l'époque, qui a collaboré lors du 11e et tout le reste. Si ces informations étaient diffusées ou connues, je pense que cela pourrait signifier la fin définitive du Parti socialiste. Le Maroc détient de nombreuses informations et a acheté des complicités au sein du Parti socialiste. Mais il n'est pas stupide. Je t'ai déjà dit qu'il veut avoir un contrôle sur l'Espagne. Il veut toujours une Espagne faible. C'est pourquoi ils savent qu'il peut arriver un moment où le Parti socialiste ne sera plus au pouvoir. Un parti qu'il contrôle complètement et qu'un autre gouvernera. Alors, ils ont aussi des outils de pouvoir, qui ne sont plus l'immigration, sur les gouvernements possibles qui pourraient gouverner, qui ne seraient pas le Parti socialiste. On n'en parle pas beaucoup, car c'est aussi un sujet assez sensible. C'est ce qu'on appelle la collaboration en matière de lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Le flux d'informations que le Maroc recueille dans toutes les mosquées en Espagne, qui sont pratiquement toutes contrôlées par des Marocains, et pratiquement tous travaillent pour les services de renseignement marocains. Que signifie cela? Que se passe-t-il dans les mosquées? Qui est le plus radical? Qui les témoins? Qui prévoit d'agir? Qui a suggéré vouloir agir? Je parle de djihadisme. Le Maroc possède toutes ces informations, elles parviennent immédiatement aux services de renseignement marocains. Ce flux d'informations parvient constamment au Centre national de l'intelligence via les services de renseignement marocains. On connaît la coopération en information. Sur la lutte contre le terrorisme, que se passe-t-il? Le Maroc menace-t-il aussi de couper ce flux? Quand tu ne te soumets pas à moi, cela ne concerne plus seulement le Parti socialiste, mais tout gouvernement. Si tu ne te soumets pas à mes décisions ou à mes intérêts, je coupe ce flux. Et soudain, il va commencer à se passer des choses en Espagne, des groupes djihadistes vont apparaître et tu n'auras aucune information. L'Espagne ne dispose pas de l'opération d'information des services de renseignement, ce qui est pourtant crucial. Et c'est ce que tu disais, que c'était un sujet très intéressant, d'aborder ce qui se passe à l'intérieur des mosquées, n'est-ce pas? Oui, car il ne s'agit pas seulement des informations recueillies, mais aussi, comme je l'ai toujours affirmé, du sermon prononcé chaque vendredi dans chaque mosquée. Le Maroc a-t-il aussi le contrôle pour que ce sermon soit plus radicalisé ou moins radicalisé? Ce n'est pas la même chose si un imam sort pour dire qu'il faut vivre avec nos frères, qu'il faut la paix et l'harmonie, ou s'il sort pour dire qu'il faut tuer les infidèles. Je ne te dis pas qu'évidemment tous les musulmans vont suivre ce message, bien sûr que non, la grande majorité non. Mais il peut toujours y avoir un déséquilibré, oui, chez qui ce message va faire effet. C'est pourquoi le Maroc, à travers le contrôle des mosquées, a le pouvoir de radicaliser ou de déradicaliser la population musulmane, en particulier marocaine, en Espagne. Et cela est très très grave, parce que de là, du fait d'être plus ou moins radicaux, naissent plus ou moins de cellules susceptibles de commettre des actes terroristes. Waouh, c'est un sujet très complexe et c'est vraiment tellement complexe que parfois la solution ne semble passer que par une réaction radicale. Comment? Si peut-être Fouès était le président de l'Espagne, comment réagirais-tu face au Maroc? Président de l'Espagne, je donnerai d'abord l'indépendance au Sahara. Je comprends et respecte cela. En faisant une analyse géopolitique complète. Oui, non, mais je comprends. Tu demanderais pour faire la blague, mais non, mais pour... Ce n'est pas une blague pour moi. Je respecte ton honnêteté, car moi aussi, à ta place, je le ferai. Ferai. Je pense que ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui traite le Maroc avec la même fermeté. Nous avons, par exemple, l'exemple de l'Algérie. Il n'existe que deux frontières dans le monde qui sont complètement fermées. Celle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et celle entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie, elle répond à la moindre attaque du Maroc, elle a coupé, elle a fermé les frontières depuis plus de 20 ans. L'espace aérien algérien était complètement fermé, aucun avion marocain n'est autorisé à survoler son espace aérien. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique géographiquement. C'est pourquoi le Maroc doit jongler pour que ses vols puissent aller vers le reste du monde. Le Maroc effectue-t-il une manœuvre minimale à la frontière avec l'Algérie?
L'Algérie réagit rapidement. Les réponses sont claires. L'attaque médiatique est constante. Il faut répondre avec la même fermeté. C'est pourquoi je pense que l'Espagne a aussi des moyens de pression sur le Maroc. Par exemple, une grande partie de l'économie du Maroc repose sur l'agriculture et sur toutes les marchandises qui sont envoyées en Europe. 98% de ces marchandises agricoles qui arrivent du Maroc vers le reste de l'Europe passent par l'Espagne. On pourrait leur imposer des droits de douane de 30%, de 50%. On pourrait aussi réutiliser cela et dire, eh bien, au lieu de laisser passer 98%, je vais laisser passer seulement 20%. L'économie marocaine est-elle étouffée? Ce sont des pressions que le Maroc exerce sur l'Espagne. Une autre méthode, ce sont les expulsions massives. Si tu m'envoies 10 000 personnes en un jour, je t'en renverrai autant. Et en plus, je vais te punir. Je vais imposer aux entreprises marocaines qui opèrent en Espagne, disons une taxe par exemple. C'est pourquoi il existe de nombreuses façons pour l'Espagne de répondre d'égal à égal au Maroc. Mais ce que nous voyons, et c'est bien sûr ce que je ferai, c'est de la fermeté, disait-il. L'autre jour, on me demandait dans une émission, mais est-ce que le Maroc est vraiment si puissant pour attaquer l'Espagne de cette manière, la contrôler et tout ça? Est-ce vraiment, après tout, un pays que l'on considère comme un pays africain du Sud global? Comment peut-il avoir autant de puissance? Je leur disais que le Maroc n'est pas particulièrement fort, mais que l'Espagne est immensément faible. Et c'est cela qu'il faut améliorer, que l'Espagne ne soit pas aussi faible. Je veux aussi approfondir un sujet qui me semble extrêmement important. L'autre jour, je suis tombé sur un reel sur Instagram dans lequel Hassan II était interviewé par une journaliste française. Et il disait ouvertement que la population marocaine ne s'intégrerait jamais comme faisant partie de la culture européenne. Qu'en penses-tu? Je pense que ce que tu viens de rappeler ne fait que confirmer ce que nous avons expliqué à propos du Maroc et de sa stratégie. Nous avons affirmé qu'il s'agit d'une stratégie réfléchie, fondement idéologique du fonctionnement du Maroc. Ces déclarations viennent de Hassan II, le père de l'actuel roi. Je pense que dans ce message, Hassan II voulait dire que le Maroc aura toujours le pouvoir idéologique sur sa population, qui ne lui permettra jamais de s'intégrer complètement. Qu'est-ce que cela veut dire? L'exercice du nationalisme marocain, que possèdent même les deuxième et troisième générations, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et ici, il faut reconnaître que le Maroc a réussi à le faire. Ici, au Maroc, il se passe quelque chose. Ils disent en fait comment le Maroc a exercé, par exemple, sur des personnes nées en Espagne, marocaines, de deuxième génération, et ainsi de suite. Comment peuvent-ils exercer ce pouvoir sur eux? J'observe et étudie le Maroc depuis de nombreuses années. Dès mon réveil, je consulte la presse nationale, mais je lis toute la presse marocaine. Je connais très bien le fonctionnement de ce pays. Le Maroc exerce un contrôle brutal sur sa diaspora, c'est-à-dire sur les immigrés qu'il a en Espagne et en France, qu'il ne leur permettra jamais de s'intégrer complètement, parce que leur loyauté interne nationaliste sera toujours envers le royaume du Maroc. Et je vais te donner un exemple. Tout chanteur qui émerge et que les jeunes écoutent au Maroc ou ailleurs, qui rencontre du succès et accumule des millions de vues sur YouTube. Le régime lui demande rapidement de faire une chanson, en faisant l'éloge du roi, en disant le Sahara marocain, en faisant l'éloge du royaume, en faisant l'éloge de la couronne. Si tu ne fais pas cette chanson ou ce morceau, régulièrement en faisant l'éloge de la figure du roi, en faisant l'éloge du Sahara marocain, ce qu'ils disent et tout le reste, tu n'auras pas de carrière. Si un cinéaste connaît vite le succès, tu dois aussi réaliser un film ou une série. On glorifie le roi et montre la récupération dramatique du Sahara. Cela concerne-t-il aussi le sport? Les sportifs de l'équipe nationale marocaine en profitent pour leur faire écouter des chansons qui célèbrent le roi. Et c'est toujours le roi qui les reçoit. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'un Marocain, même s'il fait partie de la deuxième génération, né en Espagne, continue d'écouter de la musique de là-bas, continue de regarder des films, des séries de là-bas, là où on lui envoie ces messages, pas de façon indirecte, mais ils restent dans le subconscient. Où tu glorifies le roi, tu glorifies ce qu'on appelle le Sahara est à nous, le Sahara marocain, ce sentiment national, et cela reste dans le subconscient. C'est pourquoi le Maroc a réussi, et il faut le reconnaître, comme le disait Hassan II, à ne jamais permettre que sa diaspora ou ses immigrés s'intègrent complètement, car leur loyauté restera envers le royaume du Maroc. Je trouve que c'est un sujet absolument incroyable. Alors, quelle solution proposerais-tu? Tu m'as déjà répondu, mais je vais approfondir un peu plus sur le sujet de l'immigration. Parce que tu comprends qu'il est extrêmement dangereux d'avoir beaucoup d'habitants d'un pays avec lequel tu as un conflit géopolitique vivant sur ton territoire. Quelle solution proposerais-tu? Tu es en faveur de déportation massive?
Je soutiens que le problème ici n'est pas l'immigration en soi. Le problème, c'est la façon dont le Maroc utilise cette immigration. Et l'Espagne n'est-elle pas aussi un problème dans sa réaction face à cette utilisation? Tout à fait. Quand tu permets qu'environ 25 000 personnes graciées, qui sont pour la plupart des délinquants, arrivent dans ton pays sans qu'il n'y ait aucune répercussion. J'ai suivi ce qui se passe, notamment dans les rues de Barcelone, où l'insécurité est importante. Un problème à reconnaître. Un jeune Marocain est arrêté pour avoir volé un portefeuille et un téléphone. Selon le code pénal, pour un vol à la tire de moins de 400 €, il n'y a pas de conséquences. Donc il est très important que cela soit compris. Je pense que l'immigration n'est pas criminelle, mais il y a beaucoup de criminels qui deviennent des immigrés pour continuer à commettre des délits. Et reconnaître cela, je pense que ce n'est pas raciste, ce n'est pas nazi, ce n'est pas d'extrême droite. Le reconnaître, c'est aussi servir la migration. Une grande partie de la migration collective est digne, vient travailler, apporter, s'intégrer et faire partie de la société pour, comme on dit, relever le pays. Et elle a créé une très bonne image auprès de ses voisins, de ses amis, de ses relations les plus proches, nationales. Mais il y a une minorité qui vient du Maroc, qui vient expressément non pas pour travailler, non pas pour étudier, non pas pour apporter quelque chose, mais pour commettre des délits. C'est ce que nous avons vu à Torre Pacheco, Alicante, Saragosse, Barcelone, et que nous continuerons à observer. Tant qu'aucune solution ne sera trouvée. Pour moi, la solution est d'aller à la racine du problème, qui est le Maroc, et la façon dont il utilise cette immigration. Et commencer par des politiques fermes pour freiner ce flux, et ne pas leur permettre ce chantage à travers l'immigration. Parce qu'il se passe aussi quelque chose ici. Quand tu récompenses le chantage, cela arrive même dans les relations personnelles, quand tu récompenses le chantage, ce que tu fais, c'est que tu encourages ce chantage à continuer. Parce que le Maroc voit que ça marche. Tant qu'on ne mettra pas un frein pour qu'il n'utilise plus cette immigration comme moyen de pression politique, nous allons continuer à avoir ce problème. Tant qu'on ne réagira pas fermement contre ceux qui viennent commettre des délits, portant même atteinte à l'image des migrants eux-mêmes qui viennent pour contribuer. Tant qu'on n'agira pas de manière ferme, par des expulsions ou par des peines beaucoup plus sévères, malheureusement, nous continuerons à avoir ce problème. Et je le répète, ce n'est ni ultra-nazi, ni d'extrême droite, ni ultra quoi que ce soit. C'est du bon sens, et il suffit d'observer ce qui se passe dans les rues. As-tu mentionné la question des grâces? Certains affirment que c'est une intox d'extrême droite, que des personnes viennent et que le roi Mohamed vide les prisons pour les envoyer ici en Espagne. Et tu as aussi mentionné le cas d'Alicante. On m'a dit, sans certitude, car je ne peux pas le vérifier, que les personnes qui ont tué le garçon de Gata de Gorgos à coups de batte pour avoir défendu des femmes qui étaient harcelées dans la rue faisaient partie des personnes graciées. Comment le savons-nous? C'est parfaitement vérifiable. D'abord, comme je te l'ai dit, je suis de près ce qui se passe au Maroc. C'est un sujet que j'analyse parce qu'il me touche directement. Il touche mon peuple, il touche mon avenir. Il est essentiel de connaître ton ennemi, son idéologie et son fonctionnement pour pouvoir contre-attaquer. Si tu continues, toute la presse marocaine est disponible. Je l'ai partagé récemment sur Twitter. Tu vois que chaque année, tous les 2 ou 3 mois, le roi publie une grâce de 5 000, 6 000 personnes. Nous estimons qu'entre 8 000 et 10 000 personnes sont graciées chaque année. Toutes ces personnes, comme je te l'ai dit, on leur facilite l'arrivée ici. Les rapports du Centre national de l'intelligence, publiés à de nombreuses reprises par le journaliste expert sur la question du Maroc, qui s'appelle Ignacio Zembrero. En fait, c'était, je dirais, le seul journaliste espagnol qui a réussi à interviewer Mohamed VI, et il a été reporter du journal El País au Maroc. Ensuite, il a été expulsé du Maroc et ils ont aussi cherché à le poursuivre en justice. Il est poursuivi judiciairement parce qu'il n'aime pas ce qu'il publie sur le Maroc. Ignacio Zembrero, poursuivi en Espagne. A aussi été espionné par Pegasus pour le Maroc. C'est pourquoi le Maroc cherche à étendre son influence en Espagne, ciblant même des journalistes et des non-politiques. Dans les rapports qu'il a publiés et les enquêtes journalistiques qu'il a menées, il y a évidemment une relation directe. Des rapports du Centre national de l'intelligence entre les cellules djihadistes qui ont été démantelés par la police et le Centre national de l'intelligence avec les grâces, c'est-à-dire qu'il s'agit de personnes qui ont été graciées. Le cas d'Alicante est aussi une personne qui a été graciée dans ce quota. Il est vrai que le Maroc ne publie pas la liste des personnes graciées, mais on peut les retrouver grâce aux rapports journalistiques et aux actes observés ici. Tu disais qu'on te traite d'extrémiste de droite ou de communiste, on te qualifie de tout. Quel est ton avis sur le récit et l'utilisation des médias par rapport à toutes ces problématiques que nous avons abordées dans cette émission?
Je pense que l'Espagne vit un moment de polarisation extrême, où l'on s'est complètement éloigné de ce qui se passe dans la rue, des vrais problèmes des gens. Et on vit dans une guerre continue entre la droite et la gauche, où pour certains, parler des problèmes qui se passent dans la rue. Par exemple, du Maroc, comment il utilise l'immigration et qu'une partie vient commettre des délits. Pour eux, tu es déjà d'extrême droite, tu es déjà nazi, tu es raciste. C'est-à-dire, on cache complètement le problème. On ne va pas contre-argumenter ce que tu exposes. Mais on t'attaque toi en tant que messager. C'est-à-dire, on ne débat pas du message de ce que tu dis, qui peut être très intéressant, mais on t'annule toi pour annuler ton message. Je te traite d'extrémiste de droite, de nazi, donc ton message ne vaut plus rien. Ce que tu dis, même si tu as beaucoup de raisons, n'est plus valable. Et d'un autre côté, nous avons aussi l'extrême droite qui profite souvent de ce vide. Aussi pour faire avancer leur idéologie. Accuser tout le monde d'être communiste, accuser tout le monde. Certains discours radicaux généralisent l'immigration en affirmant que tous viennent commettre des délits. Nous vivons dans une polarisation constante. Je pense que cela nuit beaucoup à l'Espagne et que des ennemis comme le Maroc aiment la voir ainsi. Parce que tant qu'on reste dans ce débat, dans cette idéologie toxique de tu es d'extrême droite, tu es nazi, tu es communiste, sans résoudre les problèmes des gens, l'Espagne va continuer à traverser un moment de grande faiblesse. Mais je te... Je vais te poser une question. Tu ne te rends pas compte que cette façon de faire, aussi basse, ce n'est pas lié à un spectre politique? Cela vient des médias et du gouvernement en place. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'en Espagne la coexistence ait été rompue parce que certains ont commencé à accuser les autres de ceci ou cela, la coexistence s'est un peu détériorée. Parce que tout récivenant d'un parti comme Vox ou d'un parti comme Salf, la fête et c'est fini. Au vice, comme Roberto Vaquero, comme Ruben Gisbert, toute personne qui tente d'aller un minimum contre le statu quo établi, les médias subventionnés par le Parti socialiste ouvrier espagnol, et je vais aussi inclure ici le PP, ce parti populaire dégoûtant. Vous voyez, insulté, attaqué, traité d'extrême droite. Alors, cette polarisation vient du fait que les gens ont complètement perdu confiance, surtout les nouvelles générations dans les médias. Tu penses que cette interview que je t'ai faite ici aurait été possible à la télévision? Pas du tout. En fait, il faut miser davantage sur les médias qui diffusent sur Internet, par podcast et autres. Cela m'intéresse davantage. Je leur accorde toujours la priorité sur les médias traditionnels. 8 interviews, dont celle de La Sexta, où nous avons enregistré plus de 40 minutes, mais ma critique du gouvernement a été omise. Ils ont montré quand je disais qu'on aide les camps, que tout va bien, etc. Donc, il y a bien un... Est-ce que... Ça t'est arrivé à... Toi? Oui, 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 ça m'est arrivé directement. Bien sûr qu'il existe un contrôle absolu, totalement politique et idéologique sur les médias. Et bien sûr, ce sont les médias qui essaient d'imposer un récit. Je vais te dire une chose. Depuis la gauche, depuis le Parti socialiste, depuis les partis qui se disent de gauche et qui entourent le Parti socialiste, on parle souvent des nazis et de l'extrême droite. Dans les médias, il ne doit y avoir aucun autre discours. Qui contredit ce qu'ils disent, pense et croit. Paradoxalement, je crois qu'il n'y a rien de plus nazi que cela, parce que cela s'appelle de l'autoritarisme. Quand tu ignores ceux qui pensent différemment, tu fais preuve d'un autoritarisme issu de l'idéologie fasciste, non? Ceux qui traitent tout le monde de fasciste ne seraient-ils pas les plus fascistes, au fond? Le point, c'est qu'une loi vient d'être approuvée ici en Espagne, qui interdit l'entrée aux agitateurs d'extrême droite. Ça ouvre une boîte de Pandore très trouble, très sombre, et un paradigme dans lequel qui va décider ce qui est à l'extrême droite et ce qui ne l'est pas? Qui décidera que tu es un extrémiste? Tu ne peux pas poser de questions. Ce sera le Parti socialiste ouvrier espagnol ou le PP? C'est incompréhensible. L'Espagne est-elle en train de devenir une dictature? Exactement, c'est ça. Tu viens d'évoquer quelque chose que j'ai aussi vécu ici pendant des années. J'observe et je me dis, c'est invivable. Qui te donne à toi? Qui t'élève moralement, toi? Qui décide qui appartient à l'ultra-droite, qui est nazi ou non? Qui t'en donne le droit, hein? Qui? A le droit de poser des questions? Aux politiciens? Bien sûr. Ou qualifiés? Souvent, ils se qualifient eux-mêmes moralement. Dire non, lui est d'extrême droite, écoute celui-là, c'est notre référence, pas l'autre. Qui es-tu? Pourquoi ton opinion vaut-elle plus que celle des autres? Et là, on revient à ce que je t'ai dit, qu'ils sont profondément suprémacistes, on pourrait dire, parce qu'ils se placent moralement au-dessus des autres. Et malheureusement, ils finissent par exercer une politique autoritaire sur les autres. C'est aussi l'une des définitions de la dictature, comme tu viens de le dire.
Eh bien, Taleb, je vais finir par te poser une question très importante. L'Espagne a-t-elle le devoir moral, l'autorité légale, d'être celle qui protège le processus d'indépendance du Sahara? Vu l'état actuel de dégradation de l'Espagne, as-tu de l'espoir? Oui, on ne le perd pas. Je crois que de ces moments que nous vivons, je pense que les gens ne vont pas rester anesthésiés pour toujours. Je crois en la révolution, je crois au peuple, je crois au changement. J'ai constaté que les grandes révolutions victorieuses n'ont pas triomphé grâce aux médias, aux armes ou au soutien, mais parce qu'une résistance populaire s'est maintenue et a imposé la victoire de leur lutte. Je vis d'espoir, de croyance et de foi en la révolution. Et ma croyance est aussi dans le peuple espagnol, qu'un jour il se lèvera aussi, qu'un jour il se réveillera, qu'un jour il arrivera. Un gouvernement qui redonne la dignité aux Espagnols et assume sa responsabilité envers le peuple sahraoui. Oui, parce que si le peuple espagnol ne se réveille pas, ta cause a très peu de chances d'aboutir. Ma cause est la tienne, peut-être en tant qu'Espagnol, non? Moi oui, mon frère. Tu viens de me mettre échec et mat, la mienne à 100%. La tienne en tant qu'Espagnol, c'est-à-dire. Aujourd'hui, j'ai peu d'espoir et j'ai toujours vendu un récit d'espoir, mais je ne vois pas d'issue. Je ne vois vraiment pas d'issue à cette dégradation morale, à cette dégradation culturelle, à cette soumission idéologique à un parti corrompu et vil comme le Parti socialiste ouvrier espagnol. Ah, je ne vois pas non plus d'issue à la dégradation morale de l'opposition qui n'a même pas envisagé de lui présenter une motion de censure. J'entends Juanma Moreno Bonilla, président du PP d'Andalousie, dire que le Parti socialiste ouvrier espagnol est nécessaire et ça me dégoûte. Et j'entends une certaine Charo dans une vidéo de mon ami Rescue You et je me dis malheureusement que ce type de pensée, cette femme représente une façon de penser très répandue dans la population espagnole. Est-ce que j'ai de l'espoir? Mais d'abord vient le chaos. Oui, totalement. Ou ce que tu viens d'affirmer, c'est ce que je viens de dire. Je pense que quand tu touches vraiment le fond, tu arrives à un point où tu ne peux que remonter, tu ne peux plus descendre. Je pense que nous approchons de ce moment et je crois que nous devons nous nourrir comme des personnes qui croient et qui ont cette vision. Je pense que tu partages aussi cette lucidité sur la situation. Nous devons continuer à nous nourrir, même un peu, d'espoir, car c'est lui qui engendre le changement. L'espoir est ce qui crée le changement et l'espoir existe. Mais que penses-tu de la solution de que tous les Espagnols de bien, et j'appelle de bien ces personnes qui cotisent, qui travaillent, surtout, j'appelle aussi particulièrement de bien ceux qui apportent le plus à la société, ce sont ceux qui ont des entreprises, ceux qui produisent, ce sont les entrepreneurs indépendants que ce pays a complètement étouffés. Je reviens de la déclaration trimestrielle, je suis de très mauvaise humeur, rien à en tirer. Je plaide déjà pour l'exode massif des Espagnols. Eh bien, je pense que l'exode pourrait aussi être une forme, une manifestation. C'est un rejet de l'État qui est complètement enfoncé et qui entraîne le pays vers le bas. Je pense que lorsque survient cet effondrement dont tu parlais, que ce soit via l'exode, un soulèvement populaire, un vote massif ou une forte abstention, je pense qu'il faut arriver à un point où ce chaos et cette indignation, ce chaos auquel l'État est arrivé et cette indignation que je ressens. De plus en plus de gens comme toi doivent agir et se manifester dans les rues. Je ne perds pas l'espoir que cela va arriver et que le changement finira tôt ou tard par arriver. On ne peut pas vivre éternellement dans un mensonge qui étouffe le pays, les Sahraouis, et ouvre la porte à des forces étrangères comme le Maroc, un ennemi qu'il fonctionne ici comme Pierre dans son cas. Je suis totalement d'accord avec toi. Taleb, Taleb, ça a été un immense plaisir de t'avoir ici dans l'émission. Puis-je te poser une question? Tu as aimé? J'ai adoré. Comme je te disais, hors caméra, c'est génial, je le recommande. Merci Taleb. Pour acheter tes stores, lien en description, c'est important. Et maintenant, nous allons terminer l'émission. Mais il y a une question que j'ai adorée de la section exclusive de mon club privé de Bolivar Medel. Elle m'a tellement plu que je lui ai dit, cette question, je la pose dans le podcast, les autres iront dans la section exclusive. Mais cette question me plaît beaucoup. J'aimerais savoir si la population sahraoui a ressenti un sentiment d'appartenance à l'Espagne ou, au contraire, si elle l'a considérée comme une colonie. Aujourd'hui, souhaite-t-on redevenir espagnol ou au moins s'allier avec l'Espagne, comme pour une partie de la population en Guinée équatoriale? Salutations. Voyons, évidemment, et en respectant la différence culturelle qui existe.
Oui, il y a eu de nombreux Sahraouis. Un parti, le Parti d'unité marocaine et sahraoui, défendait que le Sahara demeure espagnol. Beaucoup trouvent cela drôle, mais aujourd'hui, dans les camps et ailleurs, on voit surtout des personnes âgées ayant vécu cette époque. Beaucoup de gens sont choqués, dit-il. J'ai rencontré des Sahraouis franquistes, mais il y a des Sahraouis qui ont vécu sous le gouvernement de Franco et tout ça, et il y a beaucoup de personnes âgées qui continuent de dire que Franco ne nous aurait pas abandonnés et tout ça. Donc il y a eu Attention, pardon, il a raison. Jusqu'à... un certain point. Donc il y a effectivement une relation indéniable de coexistence entre les Sahraouis et les Espagnols. Mais il est vrai aussi que nous, les Sahraouis, nous nous sentons très Sahraouis, très attachés à notre territoire, qui est le Sahara occidental. Si on demande aujourd'hui aux Sahraouis s'ils préfèrent le Maroc ou l'Espagne, je pense qu'ils choisiraient l'Espagne. Mais en réalité, la plupart d'entre nous souhaitent être un État indépendant. Avec ses liens culturels, garder l'espagnol comme deuxième langue officielle, ce qu'elle est déjà, mais en tant qu'État indépendant. Parfait. Taleb, messieurs, c'est ainsi que nous terminons l'émission d'aujourd'hui. Le lien de ma communauté privée pour voir des sections exclusives, 2 directs par mois et bien d'autres choses encore. Des e-books, une tonne d'informations extrêmement précieuses pour te développer dans ce monde qui rejette la masculinité et promeut le mensonge. Croyez-moi, ça va vraiment vous être très utile. Salut à toutes et à tous et à la prochaine épisode.